Pendant des décennies, Petula Clark a vécu à la vue de tous, admirée, respectée et discrètement sous-estimée. Tandis que le monde se souvenait de la voix, bien peu prêtait attention à la manière méticuleuse dont elle avait construit sa vie au-delà de la scène. En 2025, son nom est soudain partout à nouveau, non par nostalgie, mais parce que des éléments longtemps restés dans l'ombre commencent enfin à s'assembler. Sa fortune, ses propriétés, ses choix et la discipline qui les sous-tend racontent une histoire très différente de celle que la plupart des gens pensent connaître. Une fortune construite lentement, sans tapage. En 2025, la situation financière de Petula Clark reflète quelque chose de rare dans le monde du divertissement. La longévité alliée à la retenue. Officiellement, sa fortune nette confirmée s'élève à environ 30 millions de dollars, un montant issu de décennies de revenus vérifiables provenant des droits musicaux, des tournées internationales, du cinéma, de la scène et des droits d'édition. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, Clark ne s'est jamais appuyé sur un seul marché. Ses enregistrements ont été publiés en anglais, en français, en allemand et en italien, permettant à son catalogue de continuer à générer des revenus sur plusieurs territoires, bien après la disparition des diffusions radio. Ses droits musicaux demeurent la pierre angulaire de sa richesse. Des titres comme Downtown, My Love, Don't Sleep in the Subway, Sailor et Chariot n'ont jamais cessé de rapporter. Ces chansons continuent d'être concédées sous licence pour le cinéma, la télévision, la publicité et des compilations internationales. Chaque utilisation ajoute une couche silencieuse supplémentaire à un flux de revenus qui n'a jamais eu besoin d'être réinventé, seulement préservé. Dès la fin des années 1990, Clark se trouvait déjà dans une position où elle pouvait choisir quand travailler plutôt que d'y être contrainte. Parallèlement à la musique, sa carrière scénique a joué un rôle majeur dans la pérennité de sa fortune. De longues séries dans des productions majeures telles que The Sound of Music, Sunset Boulevard et Mary Poppins n'étaient pas des engagements de courte durée. Il s'agissait de projets soigneusement sélectionnés, l'installant dans des environnements théâtraux stables et prestigieux, avec des revenus prévisibles et des accords de royalties à long terme. Même ses apparitions à Broadway et dans le West End ont été espacées de manière stratégique, évitant l'épuisement tout en maintenant sa pertinence. Ces dernières années, cependant, des titres de presse ont commencé à circuler, dessinant un tableau très différent. Selon des articles publiés par People with Money, Petula Clark aurait gagné jusqu'à 75 millions d'euros entre la fin de 2024 et la fin de 2025, avec une fortune estimée à près de 215 millions d'euros. Ces chiffres incluaient des revenus supposés issus de contrats publicitaires, d'investissements boursiers, de biens immobiliers et d'activités commerciales. Il est important de comprendre que ces montants restent non vérifiés et relève davantage de la spéculation médiatique que d'une divulgation financière confirmée. Ce qui est vérifiable, en revanche, est ceci. Clark a toujours compris la notion de stabilité patrimoniale. Sa richesse confirmée n'a jamais été bâtie sur l'extravagance, des entreprises risquées ou une expansion soudaine. Elle a grandi parce qu'elle a conservé le contrôle de son travail, évité les contrats destructeurs et vécu bien en deçà de ses moyens. En 2025, sa sécurité financière ne se définit pas par l'excès, mais par l'endurance, la propriété et cette capacité rare à laisser le temps faire son œuvre. Ses maisons, une vie de luxe discret, sans ostentation. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, Petula Clark a pris une décision qui a façonné silencieusement tout ce qui a suivi. Elle a choisi la vie privée plutôt que le prestige. Alors que de nombreuses stars internationales de son époque se tournaient vers Los Angeles, les maisons de ville londoniennes ou les propriétés tapageuses de la Riviera, Clark a construit sa vie domestique autour de la stabilité, de la distance avec le spectacle et de lieux lui permettant de disparaître lorsqu'elle en ressentait le besoin. En 2025,
Ses choix immobiliers racontent une histoire bien plus intime que n'importe quel titre de presse. Sa résidence principale pendant des décennies a été Genève, en Suisse. Ce choix n'avait rien de tendance ni de dicté par le statut. Genève offrait à Clark quelque chose qu'elle valorisait profondément après des années de déplacement constant: la neutralité. Située au cœur de l'Europe, naturellement discrète et culturellement réservée, la ville lui permettait de vivre sans le rythme des paparazzis, d'élever ses enfants et de gérer ses affaires en toute tranquillité. La résidence suisse lui a également permis de structurer ses finances de manière prudente, en privilégiant la préservation à long terme, plutôt qu'une expansion rapide. Genève n'a jamais été une question de luxe affiché. C'était une question de contrôle et de sérénité. Aux côtés de sa maison suisse, Clark possédait un chalet de vacances dans les Alpes françaises. Cette propriété servait de refuge saisonnier plutôt que de bien trophée. Les hivers y étaient lents et prévisibles, offrant un contraste total avec la vie en tournée. Les amis qui lui rendaient visite décrivaient ces séjours comme volontairement simples. Des repas préparés à la maison, peu d'invités, pas de presse, pas d'horaires imposés. Même au sommet de sa célébrité, Clark refusait l'idée que le succès devait être visible pour être réel. Mais la propriété la plus chargée d'émotions dans sa vie reste la villa de Vallauris, dans le quartier des Brusquets, près d'Antibes et de Cannes. Achetée dans les années 1960, cette maison n'a jamais été pensée comme un symbole de réussite. Elle a été choisie à une époque où Clark enchaînait les tournées, sortait des disques en tête des classements et vivait sous une attention médiatique constante. Vallauris lui a offert quelque chose de rare: l'anonymat. La maison, modeste selon les standards de la Riviera, était entourée de terrains plutôt que de voisins, dissimulés au bout d'un chemin privé. Dans cette maison, Clark vivait en tant qu'épouse, mère et femme loin de la scène. Les journées s'organisaient autour de petits déjeuners en famille, d'après-midi calmes, d'amis arrivant sans prévenir et de soirées où le piano était joué pour le plaisir, jamais pour la performance. Elle expliquait un jour que posséder un palmier dans son jardin avait réalisé un rêve d'enfance, un détail révélateur du caractère profondément personnel et non extravagant de ce choix. Aujourd'hui, cette propriété est mise en vente au prix d'1 790 000 €, proposé par Côte d'Azur Sotheby's International Realty. La villa s'étend sur environ 6 500 mètres carrés de terrain et comprend un salon de style cathédrale, plusieurs chambres, un appartement indépendant, des jardins en restanque et une parcelle partiellement constructible permettant l'édification d'une seconde résidence. Pourtant, ce qui séduit les acheteurs n'est pas une image de luxe, mais une atmosphère. Même après les rénovations réalisées par les propriétaires suivants, la maison conserve son esprit d'origine, discret, chaleureux et volontairement sans ostentation. En 2025, les maisons de Clark constituent une preuve tangible d'une vie menée avec intention. Ce ne sont pas des monuments à la célébrité, ce sont des refuges construits autour de l'endurance, de la discrétion et de la conviction silencieuse que le véritable luxe consiste à être laissé en paix lorsque le monde réclame l'accès. Voiture, habitudes quotidiennes et une vie sans ostentation. S'il est un domaine où le mode de vie de Petula Clark en 2025 déjoue les attentes, c'est bien celui des déplacements. Malgré des décennies de richesse et de succès international, il n'existe aucune preuve crédible qu'elle ait collectionné des voitures exotiques, des flottes de luxe ou des véhicules de prestige. Clark a toujours considéré les voitures comme des outils, non comme des symboles. Amis et collaborateurs ont, au fil des années, décrit son approche comme pratique, presque volontairement banale. Le confort, la fiabilité et la discrétion passaient toujours avant tout. Elle privilégiait des véhicules lui permettant de se déplacer sans être remarqué, d'arriver discrètement et de repartir sans attirer l'attention. Cette attitude reflète la manière dont elle a structuré sa vie quotidienne. Clark n'a jamais vécu au rythme des célébrités.
Même durant les périodes de tournées intenses, ses routines hors scène étaient strictes et prévisibles. Elle se levait tôt, évitait les mondanités nocturnes et protégeait de longues plages de temps ininterrompues. À Genève en particulier, ses journées suivaient un schéma discipliné. Lecture, correspondance, révision musicale et promenades silencieuses. Elle ne s'entourait ni de personnel nombreux, ni d'assistants, ni d'entourage. Moins il y avait de personnes impliquées, moins il y avait de variables, et plus elle conservait le contrôle de son temps. L'alimentation constituait un autre domaine où sa richesse ne s'est jamais transformée en excès. Clark privilégiait la cuisine maison, des ingrédients simples et des repas familiers. Même en France, où la gastronomie de luxe fait souvent partie de la culture élitiste, elle évitait les restaurants, sauf lorsqu'elle recevait des amis. L'idée d'être reconnue à une table, photographiée ou interrompue, allait directement à l'encontre de sa définition du confort personnel. Les repas étaient des rituels privés, non des expériences publiques. Ses habitudes de dépenses obéissaient à la même logique. Clark investissait dans la qualité plutôt que dans la quantité. Les vêtements étaient choisis pour leur durabilité et leur fonctionnalité, non pour suivre les cycles de la mode. Les bijoux restaient discrets. Il n'y avait ni ventes aux enchères médiatisées, ni achat du spectaculaire, ni réinvention de style de vie. Lorsqu'elle dépensait, c'était généralement pour quelque chose de durable. L'entretien de ses maisons, le confort des déplacements ou la préservation de son catalogue musical. Même les rénovations ultérieures des propriétés liées à sa vie privilégiaient la fonctionnalité plutôt que le spectacle. En 2025, cette retenue est devenue l'un des traits déterminants de sa résilience financière. Alors que de nombreux artistes de sa génération ont connu des revers dramatiques à force de surexposition, Clark n'a jamais eu besoin de réduire son train de vie, de liquider des actifs ou de se réinventer pour survivre. Son mode de vie a créé un rempart contre l'instabilité. Sa richesse a pu croître silencieusement parce qu'elle n'a jamais été contrainte de se produire en public. Cette approche explique également pourquoi les titres soudains évoquant des gains massifs ou des projets extravagants semblent déconnectés de la femme qui a réellement vécu cette vie. Clark ne s'est jamais comporté comme quelqu'un en quête de visibilité. Ses habitudes visaient à réduire l'exposition, non à l'amplifier. Elle a compris très tôt que la célébrité est bruyante, mais que la sécurité est silencieuse. En 2025, la vie quotidienne de Petula Clark demeure ancrée dans les mêmes principes qu'elle suit depuis des décennies, la vie privée, la routine et le refus de transformer le confort personnel en spectacle. L'absence de luxe visible n'est pas une contradiction. C'est la stratégie qui a permis à tout le reste de durer. Redevances, contrôle et pourquoi son argent n'a jamais cessé de travailler. Ce qui distingue véritablement Petula Clark de nombre de ses contemporains n'est pas tant ce qu'elle a gagné, mais la manière dont elle a protégé ce qu'elle a gagné. Dès le début de sa carrière, Clark a fait preuve d'une conscience inhabituelle de la notion de propriété. Elle ne considérait pas le succès comme quelque chose de temporaire qu'il fallait dépenser rapidement. Elle le traitait au contraire comme un acquis devant être structuré afin de survivre longtemps après que les applaudissements se soient tus. Son catalogue constitue le socle de cette structure. Clark a enregistré dans plusieurs langues à une époque où la plupart des artistes se concentraient sur un seul marché. Cette décision a considérablement prolongé la durée de vie de ses chansons. Un succès au Royaume-Uni pouvait être adapté en France, réenregistré en allemand, puis redistribué des années plus tard dans des albums de compilation qui continuaient à se vendre discrètement. Il ne s'agissait pas de gains ponctuels, mais de sources de revenus superposées, construites délibérément au fil du temps. En conservant une influence sur ses enregistrements et ses accords d'édition, elle a veillé à ce que les décisions de licence restent prudentes et sélectives plutôt que hasardeuses. Les redevances ont continué d'affluer, non pas grâce à une promotion agressive, mais parce que sa musique est restée exploitable. Ses chansons étaient sobres, adaptables et suffisamment neutres sur le plan émotionnel pour s'intégrer à des films, des programmes télévisés, des campagnes publicitaires
et des diffusions internationales sans susciter de controverse. Cela les a rendues précieuses, bien après l'évolution des tendances. Chaque nouvelle utilisation renforçait le catalogue au lieu de l'épuiser. Lorsque les plateformes de streaming ont remodelé l'industrie, l'œuvre de Clarke était déjà positionnée pour en bénéficier sans nécessiter sa participation directe. Tout aussi important est ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Clarke a évité les entreprises spéculatives promettant une croissance rapide. Elle n'a pas associé son nom à des produits de manière désinvolte et n'a pas couru après les contrats publicitaires au moment de plus grande popularité. Cette retenue a réduit les risques, alors que certains de ses pairs se lançaient agressivement dans des activités qu'ils ne maîtrisaient pas. Clarke a conservé un écosystème financier restreint, lisible et maîtrisable. Ses investissements privilégièrent la stabilité plutôt que le spectacle. Au fil des années, des rumeurs ont commencé à circuler, évoquant de vastes empires commerciaux, d'importants contrats de sponsoring et des revenus annuels extraordinaires. Certains articles affirmaient son implication dans la publicité pour des cosmétiques, l'hôtellerie ou des investissements à grande échelle. Si ces récits ont attiré l'attention, aucun n'a été accompagné de données vérifiables. Ce qui est en revanche vérifiable, c'est que Clarke n'a jamais modifié publiquement son mode de vie pour correspondre à ces affirmations. Il n'y a eu ni acquisition soudaine, ni expansion visible, ni changement de comportement suggérant une gestion des revenus radicalement différente. Cette constance est significative. La richesse laisse des traces. La vie de Clarke en 2025 montre une continuité, non une escalade. Ses finances semblent avoir évolué comme elles l'ont toujours fait, lentement, discrètement et sans forcer la croissance. Cela suggère que quels que soient les revenus supplémentaires qu'elle ait pu percevoir ces dernières années, ils ont été absorbés dans un cadre déjà discipliné plutôt que de transformer sa vie du jour au lendemain. En maintenant le contrôle plutôt qu'en poursuivant chaque opportunité, Clarke a permis à son argent de travailler indépendamment de sa présence. Elle n'avait pas besoin de tourner sans relâche, de vendre sans cesse son image ou de se réinventer financièrement. Le système qu'elle avait bâti des décennies plus tôt a continué de fonctionner sans tension. Dans une industrie connue pour ses ascensions fulgurantes et ses effondrements spectaculaires, son parcours financier se distingue précisément par son absence de drame. En 2025, la fortune de Petula Clarke n'impressionne pas par son ampleur, mais parce qu'elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée. Les titres, les mythes et sa vie réelle. En 2025. En 2025, Petula Clarke existe sous deux versions parallèles. L'une appartient au titre et à la spéculation, l'autre appartient à la réalité. Comprendre sa vie aujourd'hui implique de distinguer ce qui a été rapporté de ce qui a réellement été observé et de reconnaître à quel point le silence peut facilement être confondu avec le mystère dans une culture de la célébrité qui prospère sur une visibilité constante. Ces dernières années, les médias ont ravivé son nom à coups d'affirmations spectaculaires sur un prétendu retour financier extraordinaire. Des articles évoquaient des dizaines de millions gagnés en une seule année, d'immenses intérêts commerciaux et une fortune semblant rivaliser avec les empires pop modernes bâtis sur le branding et la domination des réseaux sociaux. Pour le lecteur occasionnel, cela ressemblait à un retour tardif, presque cinématographique dans son timing. Mais pour ceux qui ont suivi la vie de Clarke de près, ces récits donnaient immédiatement une impression de déséquilibre. Aucun changement public ne correspondait à l'ampleur des affirmations. Pas de retour sur les tapis rouges. Pas de déferlante médiatique soudaine. Aucun changement visible de mode de vie, d'habitude ou de priorité qui accompagne habituellement une transformation financière aussi radicale. L'absence de ces signaux est significative. La richesse, en particulier lorsqu'elle est soudaine, laisse des traces. Or, la vie de Clarke montrait une continuité, non une rupture. La même discrétion, les mêmes routines, la même distance volontaire vis-à-vis du spectacle. En réalité, Clarke n'est pas revenue parce qu'elle n'a jamais disparu.
Elle a simplement continué à vivre comme elle l'a toujours fait, en dehors de la mécanique de l'exposition médiatique moderne. En 2025, elle demeure largement en retrait de la lumière publique par choix, et non par déclin ou perte de pertinence. Ses journées sont structurées, calmes et prévisibles. Elle ne tient pas d'agenda de célébrité actif. Elle ne court pas après les interviews pour corriger des récits ou répondre aux rumeurs. Elle ne gère pas une marque personnelle conçue pour la consommation publique. Son attention reste tournée vers l'intérieur, centrée sur la routine, les liens familiaux et un rythme de vie maîtrisé, resté cohérent depuis des décennies. Sa fortune, lorsqu'on l'examine à travers des informations confirmées et documentées, correspond à une accumulation de long terme plutôt qu'à une croissance explosive. Les redevances continuent d'arriver régulièrement, soutenues par un catalogue qui n'a jamais cessé de fonctionner. Les investissements mûrissent sans publicité. Les valeurs immobilières montent ou baissent selon les réalités du marché, non selon les titres de presse. Même la vente de son ancienne maison de Valoris s'inscrit dans cette logique. Elle ne traduit ni un besoin financier, ni un recentrage, ni une montée en gamme du mode de vie. Elle reflète un moment, une réflexion successorale et le détachement naturel d'un bien lié à un chapitre émotionnel précis plutôt qu'à une nécessité économique. Ce qui frappe le plus en 2025, c'est l'immuabilité de ses valeurs. Clark ne s'entoure pas de symboles de luxe ostentatoire. Elle n'exhibe pas sa réussite comme preuve de pertinence. Il n'y a aucun excès à décrypter, aucun spectacle à interpréter. Cette absence appelle souvent l'exagération, car une vie silencieuse laisse place aux projections. Mais la véritable histoire de Clark résiste à l'embellissement. Elle est stable, mesurée et profondément cohérente avec chaque étape qui l'a précédée. Elle incarne un modèle de réussite de plus en plus rare. Construit sans cycle de réinvention, sans récit public de vulnérabilité et sans monétisation de la vie privée pour rester pertinente. Sa fortune existe, mais elle ne définit pas son quotidien. Ses maisons remplissent une fonction plutôt qu'une image. Ses dépenses servent le confort, la vie privée et la durée, non l'attention ou la validation. Son héritage se poursuit sans nécessité de renforcement permanent. Dans une industrie qui récompense le bruit, Petula Clark a bâti sa longévité par le silence. Et en 2025, ce silence n'est pas un vide. C'est une structure, un contrôle et la liberté qui vient du fait de n'avoir plus rien à prouver. Alors, lorsque vous regardez la vie de Petula Clark aujourd'hui, voyez-vous la retenue comme une forme de sagesse ou comme une occasion manquée d'aller plus loin? Choisiriez-vous une sécurité discrète plutôt qu'un luxe visible si vous aviez connu la même carrière? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec nous pour découvrir d'autres histoires vraies derrière des vies légendaires.